Moi, la conception que je défends depuis longtemps, c'est de dire que ce qu'on doit chercher à faire, c'est à permettre à tout le monde d'avoir une place utile dans la société qui lui donne des moyens dignes d'existence. Et tous les mots sont importants. Place utile dans la société, ça veut dire un lien au travail, à l'activité, au bénévolat, etc., qui fasse que la société ait besoin de vous. Pour moi, l'exclusion, c'est quand vous êtes inutile dans la société. On pourrait en discuter, mais je caricature un tout petit peu, mais c'est une conviction profonde. Et puis, deuxième étape, on ne peut pas demander aux gens d'être utiles dans la société s'ils crèvent la faim, s'ils n'ont pas les moyens de se loger, de se vêtir, etc., etc. Et donc, tout repose là-dessus. Et ensuite, quand on fait deuxième étape du raisonnement, c'est de se dire, est-ce que les revenus du travail peuvent permettre de fournir tout cela? Et la réponse est clairement non. Et c'est un sujet dont on a peu parlé, je trouve, pendant cette table ronde, et qui me paraît central et qui était au cœur de la naissance du RSA, c'était de dire, on a une société qui finalement a détruit les emplois à faible productivité, et donc qui balance sur le côté de la société toute une partie de la population, soit parce qu'elle a une faible productivité, parce qu'elle est trop jeune, pas assez qualifiée, soit parce qu'elle est trop vieille, soit parce qu'elle n'a pas le bon métier, la bonne formation, etc. Et avec la construction du coût du travail, on n'est pas capable de les réintégrer. Et pour moi, c'est le sujet majeur. Alors, je fais le petit retour en arrière. Moi, ça m'a beaucoup amusé la présentation d'Antoine sur la conception du revenu d'existence. Parce que je ne sais pas s'il a regardé le rapport qui s'appelait La nouvelle équation sociale qui a donné lieu à la naissance du RSA. Le RSA tel qu'on l'avait conçu, on est donc en 2005. C'est un RSA qui a été fusion du RMI, de la prime pour l'emploi, des aides au logement, qui étaient mensualisées et dont on se disait qu'il pouvait être en partie payé avec le salaire. Alors, j'y reviens 2 secondes. Pourquoi il n'a pas existé comme ça ? Sur la fusion avec les aides au logement, ça a été refusé par tous les acteurs du logement, qui considéraient que du coup... alors que nous, ce qu'on avait derrière, c'était les études de l'École d'économie de Paris, notamment de Gabriel Fac, qui montraient que quand on individualisait les aides au logement, il y avait effectivement un effet inflationniste qui faisait que 80% des aides au logement étaient en fait captées par les propriétaires et non par les locataires. Et donc, en perdant l'individualisation des aides au logement ou la visibilité des aides au logement, on pensait qu'on pouvait complètement atténuer cela. Mais il faut voir que ce sont les acteurs du logement. La Fondation Abbé Pierre a gueulé contre moi en disant « Salaud, traître, comment tu peux faire ça ?» Première chose. Deuxième chose, la fusion avec la prime pour l'emploi, elle a été refusée par 2 catégories, la droite et la gauche. C'était vachement intéressant. Et la droite et la gauche, comme on dit maintenant. La droite la refusait en disant « il est scandaleux, les bons travailleurs qu'on aime bien, qui gagnent la prime pour l'emploi, on ne peut pas les reléguer en des mauvais travailleurs qui toucheraient le RSA, donc il faut maintenir l'écart ». Et la gauche disait la prime pour l'emploi a été une conquête de l'époque jospinienne qu'on ne doit pas assimiler à l'autre conquête RMI. Et c'est très intéressant, me semble-t-il, parce que ça montre, et c'est ça le sujet, une sorte de vision politique cloisonnée qu'on entend beaucoup dans les discours, qui alimente tous les discours sur l'assistanat, sur le fait que la société serait constituée de 2 catégories, ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Et en réalité, ça n'est pas le cas. Il y a une sorte de continuum absolument extraordinaire entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, avec des périodes où on ne travaille pas, des périodes, etc. Et des périodes où on travaille sans avoir les moyens de vivre de son travail, etc. Et c'est cette complexité les grilles politiques n'ont pas pris en compte, et les grilles administratives, fiscales, sociales ne savent pas prendre en compte depuis longtemps. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas mensualisé ? Parce que les CAF ont dit, moi j'envoie déjà des paplards tous les trimestres, allez vous faire foutre pour en envoyer tous les mois. Ça va me tripler le nombre de timbres que je dois payer. Je caricature à peine. Et donc, d'où Quatrième chose, donc mensualisation, non-mensualisation, bulletin de salaire, qui ne voulait pas ? Les syndicats. Les syndicats disaient, hors de question, on veut bien soutenir le RSA,
la CFDT était pour, la CGT était neutre quand on a fait ça. On veut bien soutenir le RSA, mais à condition que ça soit invisible et transparent pour l'employeur. Avec le sujet du risque que l'employeur fasse exactement le mécanisme de logement à l'envers, c'est-à-dire je connais le montant du revenu d'existence, du coup je connais ta situation familiale, ton nombre de personnes à charge, etc., etc., et du coup je vais en déduire le salaire que tu mérites. Et donc ce point, voilà, j'ai trouvé ça intéressant parce que les 4 ou 5 points que vous avez considérés comme évidents étaient 4 ou 5 points qui étaient dans notre proposition initiale et qui à chaque fois ont donné lieu à débat ou à opposition de parts différentes. Ça. Et puis, dernière chose sur le non-recours, il faut que les choses soient claires. Le non-recours est organisé et voulu. Le non-recours n'est pas simplement un effet pervers d'un mécanisme administratif. Le non-recours est politique et budgétaire, purement. Et il faut avoir les choses en tête. Quand on crée le RSA, on le conçoit en 2005, on le fait voter en 2008, on n'a pas encore la crise financière. On est à une époque où l'obsession de tout le monde, de droite et de droite politiquement et de gauche en tant que majoritairement président des conseils généraux à l'époque, c'est de dire on en a marre de l'explosion du RMI. Et donc de craindre le sur-recours, et face à la crainte du sur-recours, d'essayer de mettre 4 ou 5 verrous dans le système. Et alors, il y a eu 4 ou 5 verrous, on s'attendait à un assez fort recours du RSA. Au bout de 4 mois, on ne l'a pas vu. Moi, je suis revenu en disant, bah, écoutez, je sais exactement où on a mis les 5 verrous. On en enlève 1, on en enlève 2, on en enlève 3. Et entre 2009 et 2014, aucun gouvernement n'a voulu enlever les verrous jusqu'à ce que la prime d'activité leur échappe, finalement. Mais aucun. Donc le non-recours était totalement non voulu. C'était extrêmement facile d'enlever, de faire des formulaires plus simples, d'annualiser une part. Il y avait 4 ou 5 astuces qui permettaient de lutter contre le non-recours. Donc c'était un rationnement budgétaire. Donc l'idée effectivement d'interdire finalement à des gouvernements de faire du non-recours avec l'automaticité est probablement quelque chose qui permet d'éviter cette tentation.